Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gabon Media Time pour le deuxième numéro de notre émission Le Débat, diffusée en direct sur notre page Facebook. Il se veut être un espace d'échange démocratique qui s'impose d'autant plus en cette période cruciale pour notre démocratie. Nous poursuivons cet après-midi avec la compréhension du projet de constitution et pour en débattre, nous recevons Geoffroy Fumbola Libé Kamakosso, député de la transition et par ailleurs 4e vice-président de l'Assemblée nationale de transition. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Face à lui, nous avons Fred Aurel Zéou Moussok, porte-parole du mouvement Ensemble pour refonder la République. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques règles à respecter. Il s'agit principalement d'échanger des arguments dans un respect réciproque, pas d'invectives ni de propos déplacés. Et conformément aux dispositions de l'article 69 nouveau de la loi 07/96 révisée, il ne revient pas aux débatteurs de donner des consignes de vote. À tous nos internautes, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions et suggestions, soit en interagissant directement via notre Facebook ou en nous envoyant un message via WhatsApp au 062 44 17 17. 062 44 17 17. Alors, nous entrons dans le vif du sujet, messieurs. Dans un premier temps, j'aimerais vous entendre peut-être sur les appels à répéter, à voter en faveur ou en défaveur du oui, alors que la campagne n'est pas encore lancée. On voit d'ailleurs des personnalités de premier plan, notamment des parlementaires de la transition, qui ont pourtant participé à la révision de la loi 07/96. Bon, si ces responsables politiques se permettent de violer impunément la loi, quelle image cela renvoie du point de vue de la consolidation de nos institutions? Monsieur Moussa. Non, je pense que c'est d'abord au camp de oui de se prononcer, puisque ce sont des appels à voter oui, pas des appels à voter non. Ah, ok, bon. Je prends la parole sans pour autant effectivement porter la responsabilité du camp de oui. Parce que pour ceux qui me suivent, je pense que je suis celui-là qui a saisi le ministre de l'Intérieur pour faire retirer les affiches appelant à voter oui et qui ne cesse d'inviter au respect de la loi. Parce que la consigne de vote ne se donne que pendant la période électorale. Malheureusement, on constate qu'on a des appels à voter oui, mais aussi à voter non. De comment vous dire oui, mais comme il y a beaucoup de oui, nous on appelle à voter non. Est-ce que c'est parce que quelqu'un viole la loi que moi également je m'inscris dans la même démarche pour répondre à cette personne en utilisant les mêmes mécanismes de violation de la loi? Moi, je me veux être citoyen. Je prône pour la bonne gouvernance. Mais pour que bonne gouvernance il faut effectivement que nous soyons des bons citoyens. Le bon citoyen, c'est celui qui se conforme à la loi, qui n'agit pas en fonction de son opposé, parce que l'opposé aurait violé la loi. Moi également, je m'inscris dans la même démarche pour essayer de maintenir un équilibre. Donc, moi, je continue. J'avais saisi à propos, vous avez pu suivre certaines de mes démarches, j'ai introduit une requête contre le ministre de l'Intérieur en son temps, en ce qui était de la révision de la liste électorale. Ensuite, j'ai déposé les courriers. Voilà, donc moi, je reste dans cette démarche où je trouve irresponsable qu'avant les élections, on appelle à voter oui ou non. D'accord. Monsieur Moussok, justement, est-ce que ça renforce, selon vous, le discrédit sur nos institutions dans un contexte, justement, où nous voulons les réformes? Bien, il y a le discours de monsieur le député de transition, que je salue, mais il y a les faits. Monsieur le député de transition a parlé de bonne gouvernance. Qui doit imposer la bonne gouvernance et la répandre dans la société? C'est l'État. Je rappelle que si vous dénoncez des partisans du non qui appellent à voter le non, les partisans du non n'ont jamais eu de pancarte. Ce sont les partisans du oui. Et c'était des publicités officielles. Monsieur le député vient de le rappeler. Donc on dit souvent que l'exemple vient du haut. Ça veut dire que l'État, le CTRI, le gouvernement ont encouragé cette propagande préélectorale qui n'est pas fondée sur un esprit républicain. Vous avez rappelé la règle républicaine. La règle républicaine, c'est que pendant la période de campagne, les camps qui s'opposent peuvent légitimement appeler à voter oui, appeler à voter non. Donc, si on revient à ce type de pratique, qui est en fait une pratique pédégiste, parce qu'on la connaît depuis, c'est parce que l'État, le gouvernement laissait faire.
Si monsieur le député de transition a le mérite d'avoir saisi le ministre de l'Intérieur, c'est très bien, mais il faudrait quand même toujours rappeler l'origine de ce problème. L'origine de ce problème, c'est que le gouvernement a voulu répéter les pratiques que nous avons tous dénoncées, en tout cas tous pour nous qui sommes ici, en son temps. Donc, cela a eu même pour effet de pousser aussi les autres qui se sont dit, mais on risque d'être pris de court, on risque d'être pris de vitesse à aller. Non, mais ce n'est pas la question de partager ou pas. Vous dites, ce n'est pas parce que tel viole la loi que l'autre est obligé de violer la loi. Il faut avoir une lecture d'ensemble. La lecture d'ensemble, c'est qui a la responsabilité de faire en sorte que ça ne se passe pas ainsi. D'accord. Il y a une différence, selon vous, entre l'État qui est garant du respect de ces mesures et qui, selon vous, viole cette loi. C'est le premier violeur de la loi, l'État. Puisque c'est lui qui a permis les pancartes officielles. Ce n'est pas les citoyens. D'accord. Bon, maintenant, en fait, moi, je ne partage pas cet avis parce que l'État, c'est qui? Il faut qu'on commence par là. L'État, c'est nous. L'État, ce n'est pas juste l'administration. Moi, je suis citoyen. Et même si j'ai un penchant, une orientation, est-ce que c'est parce que un ministre, une autorité aurait fait mal que je dois aller dans le même sens? Je pense que non. S'il fait mal, c'est de mon devoir en tant que citoyen de rappeler à cette dernière en tant qu'autorité la norme qui s'impose à tout le monde. Et moi, c'est dans cet état d'esprit que je me suis inscrit. Quand j'ai invité à cesser cette campagne, je ne m'adressais pas qu'aux partisans de lui, même si effectivement la proportion à appeler à voter lui était plus importante. Mais je continue à passer ce message à ceux également qui appelaient à voter non, en disant que ce n'est pas responsable. Ce n'est pas parce que certains violent la loi en appelant à voter oui que vous allez vous inscrire dans la même démarche en appelant à voter non. Au contraire, appelons au respect de la loi. Mais monsieur le député, le respect de la loi. Monsieur le député, il y a quelque chose de gênant dans votre démarche. C'est que vous voulez mettre une équivalence entre le oui et le non. Lorsqu'on a à faire une analyse objective, on ne peut pas faire d'équivalence entre le oui et le non. Tout le monde sait que c'est le oui qui pullule les médias. Tout le monde sait que c'est le oui qui a affiché des pancartes. Et ça a été accompagné par le gouvernement. Le gouvernement a été partisan. C'est parce que d'autres citoyens qui ont un point de vue contraire ont vu le parti pris de l'État qu'ils se sont mis aussi à faire la même chose. Donc, au lieu d'être dans un discours qui consiste à accuser le non, le camp du non, il faut qu'on soit dans un discours qui consiste à rappeler à l'État son obligation. C'est ce que je fais, je n'accuse aucun camp. Non, mais rappeler à l'État son obligation, ce n'est pas accuser le non. Et puis je reviens quand même sur une distinction juridique, parce que je suis juriste. Vous dites l'État, c'est nous. Par essence. Non, mais vous dites l'État, c'est nous. Non, mais l'État, c'est nous. C'est une formule souvent un peu bateau de facilité pour dédouaner les représentants. L'État est une personne morale qui représente des personnes physiques. Et l'État a des dirigeants. L'État ici, ce n'était pas vous ou moi. L'État ici, ce sont les institutions, c'était l'administration. Donc, de manière sociologique, l'État nous représente, mais de manière juridique, l'État a des institutions et des administrations que l'on met en cause quand les règles ne sont pas respectées. Donc, le raisonnement républicain qu'il convient d'avoir, c'est de dire que l'État a failli à ce moment, il a été partisan. Et donc, dans ce cas, voilà, le citoyen suit la démarche de l'État, même si elle viole la loi. L'exemple vient du haut. L'exemple vient du haut. Non, mais si vous voulez, c'est la question de l'exemplarité. Non, mais c'est pas ça. Ce que je trouve gênant, c'est que vous fixez. Non, ce que je trouve gênant, c'est que vous fixez votre raisonnement sur les citoyens sans suffisamment attaquer l'État. Mais non, parce que des gens en tant qu'autorité, monsieur le député, je vais terminer. Je vais terminer. Non, monsieur le député, il y a la cause, il y a la conséquence. On ne s'attaque pas aux conséquences, on s'attaque à la cause. La cause, c'est le comportement de l'État, ce n'est pas les conséquences. Il ne faut pas venir dénoncer les conséquences dont on chérit les causes. Les Gabonais qui suivent cette vague et l'État qui est garant du respect de... Mais c'est justement pourquoi, quand moi, je ne me mets pas sur les réseaux pour dire j'appelle à voter abstention, oui ou non, je saisis par les canaux officiels ceux qui sont responsables, qui ont cette toute responsabilité de faire appliquer la loi. Et pour preuve, lorsque j'ai saisi le ministre de l'Intérieur à propos, les affiches ont été retirées. Je n'ai pas eu besoin d'indexer qui que ce soit. Mais mes frères et mes sœurs, qui sont par exemple ceux du non, qui n'ont pas une responsabilité étatique, le seul moyen que je peux utiliser
pour interpeller ces derniers. Ce ne sont pas des courriers, ce sont des sensibilisations pour dire, même s'il y a eu violation du côté pour suivre, être dans votre logique de l'État, nous ne sommes pas obligés d'accompagner ces derniers dans cette violation. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Si nous voulons, voilà. Non, bon, mais non, mais on est ça c'est une appréciation. Non, mais votre appréciation. Peut-être. Non, monsieur le député, détrompez-vous. Votre appréciation est juste. Sauf que elle n'est pas, de mon point de vue, pertinente par rapport au problème de fond. C'est lequel? Le problème de fond, c'est le comportement de l'État, qui a été partisan. C'est ça qui entraîne la réaction des autres. Si un acteur de cet État interpelle l'État, qu'est-ce que vous voulez que moi, en tant que parlementaire? Mais vous n'êtes pas le seul. Je ne suis pas le Parlement. Monsieur le député, êtes-vous le seul à avoir interpellé l'État? Il y a des gens qui ont écrit. Moi, j'ai écrit. J'aimerais bien. Moi, j'ai écrit. Il y a d'autres qui ont écrit. Vous avez écrit. Il y a d'autres qui ont écrit. Mais le fait que vous ayez écrit, ou que moi j'ai écrit, ou que d'autres aient écrit, révèle quoi? Le problème de fond. Le problème de fond, c'est que l'État, dans son côté partisan, a laissé faire. Vous êtes un père de famille, vous avez des enfants. Vous favorisez un enfant. Vous créez une injustice. L'autre enfant réagit, même s'il réagit mal. Ce n'est pas parce qu'il a mal réagi que cela remet en cause l'existence de l'injustice que vous avez commise. Mais l'injustice n'a pas été remise en cause, elle a été acceptée. Pardon. L'injustice n'a pas été remise en cause parce que lui, il est dans un instinct de survie. Il se dit, si mon père privilégie, par exemple, mon frère ou ma soeur, je n'aurai rien. Donc, au lieu de continuer à blâmer l'enfant, même si tu peux lui dire que tu n'aurais pas dû agir comme ça, le problème de fond, ce n'est pas la réaction de l'enfant. Moi, je reste encore le sur problème la de fond, responsabilité. c'est le comportement injuste du père de famille. Alors, nous c'est ça qu'il faut traiter. Vous mettre d'accord sur cette question. Passons au prochain point, si vous voulez bien. Très rapidement, j'aimerais vous faire commenter un peu le transfert de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Bon, si ce que vous dénoncez est à finance, aurait-on dû peut-être impliquer des acteurs, des entités de la société civile? Certains ont même parlé du clergé. En fait, moi, je pense que la démarche devait être inclusive. Surtout que quand on lit le projet de constitution, c'est un projet de constitution qui est présenté et qui matérialise l'inclusivité, notamment la consécration de la société civile à l'intérieur. Je pense qu'on devait déjà avoir les prémices de cette inclusivité, même si effectivement l'organisation des élections a été rétrocédée à 100% au ministère de l'Intérieur, loi pour laquelle je n'ai pas voté, j'ai voté contre, parce que moi je restais dans ces dimensions inclusives et autres, mais n'empêche que le ministère aurait pu saisir cette opportunité pour matérialiser le caractère inclusif, nous éviter effectivement d'observer ce que nous observons. Mais bon, tout compte fait, on va observer, on va voir ce que ça va donner. Moi, en ce qui me concerne, je pense que ça aurait été mieux d'inclure tout le monde, le clergé, la société civile, les partis politiques, pour voir ensemble comment s'unir afin d'accompagner le processus. Le ministère a fait appel à ses techniciens. On va voir ce que ça va donner. Bien, vous voyez que tout à l'heure, on pointait du doigt la partialité de l'État. Là, on aborde la question de l'inclusivité ou de l'exclusivité. En fait, là, c'est l'exclusivité. Je pense qu'il faut toujours tenir compte du passé récent. Naguère, nous dénoncions le régime Bongo PDG qui faisait en sorte que le ministre de l'Intérieur pilote les élections, fabrique des résultats et les impose par la force. Avec la complicité des partis politiques qui étaient représentés. Oui, la complicité des partis politiques. Opposition majoritaire. Oui, qui étaient représentés et qui, bizarrement, sont encore représentés aujourd'hui sur le CTRI. Ça veut donc dire que les choses n'ont pas tellement changé. Mais ce n'est pas d'abord le problème des partis politiques qu'il faut aborder. C'est la question des principes. On revient à ce que je disais, l'État. L'État a des responsabilités. L'État ne va pas attendre que monsieur le député, qui accepte son mérite, le saisisse. Quand vous organisez des élections avec le passé, sinon le passif que nous avons connu, le ministre de l'Intérieur n'a pas besoin d'attendre que monsieur le député, mon cher frère, aille le saisir. Il doit comprendre que pour donner de la crédibilité à la transition, parce que le référendum qui arrive est une étape décisive, nous saurons si le Gabon, en adoptant ce projet de loi de constitution, va s'ancrer dans le giron des États démocratiques ou pas. Donc, le ministre de l'Intérieur, il aurait dû convoquer à une concertation, à des discussions, les représentants de la société civile, des acteurs politiques, pour qu'il y ait une représentativité. Pourquoi? Parce que le débat qui va être posé, c'est la sincérité des résultats.
Et la sincérité des résultats est déterminée par la qualité de l'organisation. Et la qualité de l'organisation est déterminée par les règles et la représentativité. Vous avez parlé d'inclusion. C'est cela. Donc, le ministre de l'Intérieur, connaissant le passé et le passif électoral de ce Gabon, aurait dû commencer par là. On ne doit pas être dans une logique où tout le temps il faut a priori, il faut a posteriori saisir l'autorité. Il y a des mécanismes a priori qui peuvent être enclenchés pour garantir. Ce sont les Gabonais qui ont pris cette décision à l'occasion du dialogue national inclusif. Ils n'ont pris aucune décision. Honorable. Le dialogue, ce sont des recommandations appréciables. Voilà. Soumises à l'appréciation des autorités pour la matérialisation en acte, soit législatif ou réglementaire. Et d'ailleurs, ce ne sont pas toutes les conclusions qui ont été matérialisées. Pour preuve, on a comme conclusion, je pense en page 7, la dissolution du PDG, la suspension du PDG, la poursuite des acteurs clés du Parti démocratique gabonais qui étaient en fonction en 2023. Je pense notamment au président d'Ensemble qui était Premier ministre en ce temps-là. Il y avait tout ça comme conclusion. Ce sont toutes ces personnes-là qui devaient être poursuivies selon le vœu des Gabonais. Bon, les autorités de transition en ont décidé autrement. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'acte réglementaire, en tout cas, il n'y a pas de texte qui part dans le sens de matérialiser les conclusions, par exemple, sur les partis politiques. Donc, je suis d'avis avec lui que c'était une volonté exprimée, mais qui se devait maintenant d'être matérialisé. Toutefois, sur cet aspect fait partie des volontés exprimées par les Gabonais et qui sont consignées dans le rapport, donc cette volonté. Mais justement, monsieur le député, allons plus loin dans la réflexion. Il y a eu un dialogue qu'on a qualifié d'inclusif. Ça a été critiqué par les uns, par les autres, on va revenir là-dessus. Il n'était pas inclusif, selon vous? Non, ça a été critiqué par les uns, par les autres. De mon point de vue, il n'était pas suffisamment inclusif. Parce qu'il y a quand même des gens qui étaient de qualité, qui étaient là-bas. Mais j'aurais souhaité ce dialogue beaucoup plus inclusif. Voilà. Mais ce n'est pas le débat. C'est, encore une fois, les principes. Il y a eu des recommandations qui étaient soumises à l'appréciation des autorités de transition. Il faut toujours, en politique, se questionner sur la nature de la décision et les motivations. Je me rappelle parce qu'à titre personnel, j'ai fait des contributions. J'avais même créé un mouvement qui s'appelle 5e République et nous avons fait des propositions. Et j'ai lu le rapport général et même les conclusions, les communications qui étaient faites par les organisateurs. Parmi les recommandations, il y avait la représentativité de la société civile et des acteurs politiques au sein de l'appareil électoral. C'était une recommandation forte, puisqu'elle était en adéquation avec un problème que nous avons bien vécu pendant près en tout cas depuis 1990. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président de transition, donc les autorités de transition ont fait le choix de ne pas traduire ça immédiatement en acte juridique et même d'en tenir compte dans la composition actuelle? Pourquoi? Ce sont des choix politiques. Il faut donc se questionner. Ce type de comportement... Rappelez-moi, prenez l'élément de réponse à propos voilà, qui nous a été fait. Voilà. Donc, ce type de comportement jette la suspicion. Il faut bien comprendre quelle est l'attente des Gabonais. L'une des grandes attentes des Gabonais, c'est que les élections se passent de manière libre, crédible et transparente. Et nous savons, dans la pratique, les actes ou les comportements qui n'ont pas garanti la sincérité des résultats. Je trouve dommage que le ministre de l'Intérieur n'ait pas anticipé et qu'il ait attendu encore une fois que mon frère Fumboula ait encore le saisi ou que d'autres le saisissent. Bon, je pense quand même que la responsabilité, comme on dit, gouverner, c'est anticiper. Là, si on n'anticipe pas, on va encore tomber dans les mêmes reproches et les mêmes très rapidement, peut-être un élément de réponse qui nous a été servi, parce que le code électoral actuel, qui encadre l'organisation de référendums, n'est pas celui qui va être utilisé pour organiser les autres catégories d'élections. Donc, ce qui nous a été servi comme moyen était que le référendum, ce n'est pas une histoire de parti politique. Le référendum n'a pas de coloration. On ne vote pas pour X ou pour Y. On se prononce sur un document qui n'a pas de personnalité politique, ainsi de suite. Donc, de ce fait, des éléments avancés, il est tout à fait normal, selon eux, qu'on ne donne pas une coloration
à ceux qui administrent le processus électoral pour le référendum. Cependant, lorsqu'il s'agira des autres catégories d'élections, vu que la loi, le code électoral sera modifié après le référendum pour préparer les autres élections, le caractère inclusif. J'aimerais rapidement vous relancer sur cette question. Vous parlez là de l'article 4 qui a été ajouté à l'issue de la commission mixte paritaire. Oui. Donc, c'est quand même un article vague. Certaines dispositions de la présente loi ne sont applicables que dans le cas du référendum. C'est assez vague. Rien ne dit que le gouvernement reviendra sur cette question. Bon, je suis en partie d'avis avec vous. Parce que, comme je vous ai dit, quand on est en minorité, on salue les petites avancées. Moi, connaissant la ténacité qui est la mienne, c'est un article sur lequel je veux m'appuyer pour justement mettre en place un ensemble d'actions pour forcer à une refonte profonde du code électoral, pour l'adapter à un code électoral démocratique, adapté aux autres catégories d'élections, présidentielles, législatives et locales. Donc, c'est ma bataille, parce que déjà en 2023, pour le compte de la société civile, j'avais été chargé par mes pairs de faire une proposition de code électoral. J'ai rédigé, après un séjour à l'extérieur, au Kenya et autres, avec d'autres frères, pour comparer les dispositifs électoraux dans chacun de ces pays. Cette expérience acquise a permis justement de préparer ce document. Donc, on va continuer. Mais c'est parce que je suis le combat. Mais c'est parce que je suis d'avis avec M. le député que je me permets de faire deux observations. La première, en réalité, c'est un rappel historique. On a déjà organisé un référendum au Gabon, en 1995, pour appliquer les résolutions des accords de Paris. J'ai bien suivi ça parce que, bon, ça c'est ma particularité. Moi, j'ai eu un père journaliste et homme politique. J'ai bien suivi cette affaire. Dans les commissions électorales de l'époque, il y avait la représentativité. On ne pouvait pas faire autrement parce que, justement, ce sont les événements de 93 et de 94 qui ont conduit aux accords de Paris. La liberté, la transparence, la crédibilité des élections, c'est pour toutes les élections, y compris le référendum. Donc, l'argument qui consiste à dire, ou la réponse qui consiste à dire non, il ne faut pas mettre de la coloration, c'est une fuite en avant. D'autant plus, qu'est-ce qu'on entend par coloration politique? Mais le référendum a une coloration politique. Ceux qui sont pour le oui, c'est une coloration politique. Ceux qui sont pour le non, c'est une coloration politique, puisque c'est une direction politique. C'est un choix politique que vous faites. Le choix de la Constitution est politique. La Constitution est la matrice de la République, le fondement de l'État et de l'État de droit. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de coloration. C'est une compétition politique, c'est une compétition électorale. Le rôle de l'État et l'enjeu pour la société est de faire en sorte que la compétition soit libre, transparente et crédible. Autrement dit, loyale. Donc, je trouve encore que le ministre de l'Intérieur fait des fuites en avant. C'est entendu. Passons-en, si vous voulez, au vif du sujet, donc du projet de constitution en lui-même. Selon vous, quel regard portez-vous sur l'équilibre des pouvoirs entre le président de la République et les autres pouvoirs? Je vais peut-être commencer par vous, M. Moussa. Bien. Je rappelais que la Constitution est l'acte fondamental. On dit la loi fondamentale du pays. La Constitution a vocation à déterminer le régime politique. Sommes-nous dans une monarchie ou une république? La forme de gouvernement, le régime constitutionnel. Consacrer les libertés et droits fondamentaux. Mais il y a un aspect qui revient souvent, c'est la séparation des pouvoirs. Les Montesquieu, Locke, Rousseau ont suffisamment théorisé, on nous l'enseigne dans les facultés. La séparation signifie qu'il y a la distinction des pouvoirs et le contrôle. Montesquieu disait que par la force des choses, il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Moi, j'aime l'expression équilibre des pouvoirs parce que ça montre qu'il y a des forces en présence et que ces forces doivent se neutraliser dans l'intérêt supérieur de la nation. De mon point de vue, il n'y a pas d'équilibre de pouvoir dans le projet de loi de constitution. Pourquoi? Parce que ce projet de loi de constitution, et on va tout à l'heure élaguer les articles querellés, consacre un président tout-puissant qui ressemble étrangement à celui de 1961, puisqu'avec la constitution du 21 février 1961, on avait déjà un président tout-puissant qui a la totalité du pouvoir exécutif, qui a des immixtions dans le pouvoir législatif, puisqu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale, et qui peut même nommer, bon, à l'époque, en 61, il nommait les magistrats. Là, il est président du Conseil supérieur de la magistrature, donc en fait, il participe à la nomination des magistrats. Et le Parlement peut également mettre en accusation le président de la République.
le Parlement peut mettre en accusation le président de la République. Mais maintenant, regardez les procédures de mise en accusation. Quand vous regardez ce que propose le projet de loi de constitution, vous avez 7 magistrats hors hiérarchie, nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, et 6 parlementaires. Le président est lui-même membre du Conseil supérieur de la magistrature, donc il participe à la nomination de ces 7 magistrats. Si vous avez un fait majoritaire qui lui est favorable, les députés de l'Assemblée nationale, vous pensez qu'ils vont nommer des gens qui vont aller pour mettre en difficulté le président? Les sénateurs, vous pensez qu'ils vont nommer des sénateurs qui vont aller mettre en difficulté le président? Donc, quand vous regardez ce projet de loi reprend une dérive qui a commencé en 1961, qui s'est poursuivie avec les modifications de 68 et 76 sur le parti unique, et les dérives que Omar Bongo et Ali Bongo Ondimba ont appliquées à la Constitution du 26 mars 91, qui ont conduit au coup d'État du 30 août 2023. Pourquoi revenir à une ossature institutionnelle où le président est le tout-puissant sur l'exécutif? Il a un pouvoir de vie et de mort sur le législatif, puisqu'il a le pouvoir de dissolution, il a le pouvoir de contrôle de l'action législative, il a même un pouvoir de contournement, ça c'est même en matière budgétaire. Et en plus, il a la supériorité sur le plan de la magistrature, sur le plan de la politique judiciaire. Donc il cumule le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas d'équilibre de pouvoir. Ça permet de dire quoi? Que ce projet de loi de constitution consacre un président tout-puissant pour avoir des parlementaires godillots et une justice aux ordres. C'est inacceptable. D'accord. Honorable, c'est cette question justement qui vous a conduit à voter contre les amendements. Enfin, il faut dire que le rapport lors de la Constituante n'a rien à voir avec le projet de Constitution. Pourquoi? Parce que simplement, bon nombre des amendements formulés et rejetés lors de la Constituante se retrouvent aujourd'hui dans le projet de Constitution. Nous ne sommes pas nombreux. Moi, j'avais formulé 25 de façon spécifique et une cinquantaine sur les 173 articles qui ont été rejetés. Bon nombre des amendements rejetés se retrouvent dans le projet de Constitution. Alors, il faut qu'on commence d'abord par comprendre c'est quoi, effectivement, la Constitution. Elle a vocation à quoi? Elle a vocation, premièrement, à donner une identité à la nation. C'est pourquoi, ailleurs, on fera référence aux langues locales, au Sénégal, quand je lis le Wolof, ainsi de suite. Il faut que quand on lise la Constitution, on retrouve l'identité de la nation. Deuxièmement, sinon premièrement, après l'identité, on a les droits fondamentaux. Et ensuite, on a l'organisation sociale. Et on retrouve justement les régimes qui permettent de voir comment est-ce que notre société sera organisée de façon à garantir les droits, qui ces droits-là répondent à l'identité voulue par Alors là, c'est ce qui est de la Ça, c'est pour la Constitution. Maintenant, pour rentrer sur la question. La séparation des pouvoirs. Contrairement à 61, parce que le Gabon a connu en réalité 4 constitutions. On a celle de 59, la 4/59. On a eu la 68/60 qui a consacré le régime parlementaire. De 60 qui n'a duré que 3 ou 4 mois parce que dans la nuit du 16 et du 17 novembre, 68/60. Non. J'arrive. Parce que dans la nuit du 16 au 17 novembre 1960, Léon a organisé le premier coup d'État constitutionnel, où il a envoyé en prison les gens Hilaire Obama, les Sousa. Alors là, c'est ce qui est l'histoire. J'arrive, c'est l'histoire. D'accord? C'était une constitution parlementaire. Le mandat était de 6 ans. Le président a été voté par le Parlement. C'est la 68/60, c'est la référence. Vous la retrouvez partout sur la... C'est la 14/60, oui. Voilà. Donc, après la 68/60 en 1960, donc après ce premier coup d'État constitutionnel, arrive la 1/61. Donc, celle dont vous êtes en train de parler, du 21 février 1961, qui consacre pas un régime parlementaire, mais un régime présidentiel, sinon présidentialiste. Encore que c'est discutable. Voilà, où le président a tous les pouvoirs. Il nomme les juges, donc il n'y a pas encore de Conseil supérieur de la magistrature. Il est celui qui a le pouvoir de dissolution de l'Assemblée tous les 12 ans, tous les 12 mois, parce qu'on disait l'Assemblée ne peut pas être dissoute dans les 12 premiers mois suivant effectivement sa mise en place. Ce qui a été repris.
Voilà. Non, là par contre, c'est limité à une seule fois. Non, mais... Et c'est la première... Non, les 12 mois sont repris, déjà. Même si vous avez ajouté en limitant le nombre de dissolutions. C'est déjà là. Voilà, donc j'arrive. Voilà. Le mandat était de 7 ans dans cette constitution. Et cette constitution est modifiée en 79. Je suis d'avis avec vous. Non, pour intégrer le PDG comme étant un organe constitutionnel. Et c'est cette constitution de la 1/60 qui, en fait, a fait son temps jusqu'en 90 avant qu'on ne puisse avoir la 3/91 qui est encore en vigueur aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a eu des tas, je suis d'avis avec vous, dans l'histoire politique de notre pays au cours des 63 dernières années. Sur ces 63 dernières années, nous avons toujours eu ce modèle en matière de gouvernance. Concentration de pouvoir, où le président est à la fois le président, il avait la main mise sur le pouvoir judiciaire, il nommait les juges constitutionnels, ça ne date pas d'aujourd'hui, il pouvait dissoudre l'Assemblée sans limitation. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand on compare, parce qu'en tant que Gabon, on ne vit pas sur notre planète, quand on a envie de comparer les standards de notre démocratie, on doit également se référer à ce qui se fait ailleurs en matière de démocratie. Quand on prend la constitution de l'île Maurice, parce que j'ai eu plaisir à étudier ces constitutions, le Sénégal, le président de la République a toujours été président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est même lui qui nomme le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a le pouvoir de dissolution de l'Assemblée. Ça n'empêche pas que ce pays soit développé. Même disposition au Mali, où ils peuvent aussi nommer des juges constitutionnels. Même disposition au Burkina. Ce sont, on va dire, des régimes mixtes. Quand on revient dans les régimes dits présidentiels, on prend la constitution du Bénin, on prend la constitution du Ghana, on prend la constitution du Nigeria, le président de la République nomme les juges constitutionnels. Il n'a pas seulement le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, parce que ce sont des régimes présidentiels. Quand on prend l'île Maurice, on étudie la constitution de l'île Maurice. Essayons d'aller un peu plus vite. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que nous, on perçoit ici comme étant quelque chose de spécifique au Gabon, c'est super président, mais les mêmes dispositions, on les retrouve dans les constitutions de plusieurs pays africains. C'est vérifiable, c'est scientifique. Cela ne sous-entend pas c'est le modèle. Est-ce que le Gabon n'a pas une démocratie un peu fragile pour déjà basculer vers Moi, en fait, c'est là où je renvoie à notre mentalité. Qu'est-ce qui peut justifier que dans les mêmes dispositions, les autres, dans d'autres pays, arrivent à se développer, connaissent les alternances, et pas nous au Gabon? Qu'est-ce qui peut le justifier? Bien. Même disposition. Je fais 3 observations. La première observation, déjà, monsieur le député a commis une petite bécassine. Rappelons l'histoire. En termes de constitution, de régime constitutionnel, la première, c'est celle du 19 février 1959, qui consacre un régime parlementaire moniste. La deuxième, c'est le 14 novembre 1960, qui consacre un régime parlementaire dualiste, ce qu'on appelle le bicéphalisme. Il y avait déjà le président et le premier ministre. Mais le président, en fait, il était à titre honorifique, le modèle un peu de l'Allemagne. Le véritable chef, c'était toujours le premier ministre. Ah non, c'est pas vrai, parce que dans les dispositions, le président est nommé par l'Assemblée, il nomme le premier ministre. Mais c'est pas ça le problème. Mais qui est... Quand vous dites excusez-moi, à titre honorifique, j'aimerais bien comprendre le caractère honoraire. Le caractère honorifique veut dire quoi? Le caractère honorifique veut dire que le président est juste un gardien, mais ce n'est pas lui qui gouverne. En nommant des gens, le système. Non. En Allemagne, le président il nomme les juges. Mais qui est le chef du gouvernement? C'est le premier ministre. C'était le modèle du parlementaire. C'est pas le cas de 60. C'est le cas de 60. C'est le président qui nommait le premier ministre. Le premier ministre a toujours été nommé. Ce n'est pas le pouvoir de nomination qui doit vous intéresser. Le régime parlementaire se caractérise par quoi? Il se caractérise par la capacité du Parlement à déterminer l'ossature du gouvernement et la responsabilité du gouvernement. Bien sûr. Oui, mais dans la Constitution du 14 novembre 1960, le président n'était pas responsable devant le Parlement. Mais c'est le Premier ministre. Mais parce qu'on est dans un régime parlementaire bicéphale. On est totalement... Le 21 février 1961, c'est de ça dont on parlait. La troisième Constitution, c'est le 21 février 1961, qui va être renforcée dans ses dérives avec la modification de 68 sous Omar Bongo, enfin, Albert Bernard Bongo à l'époque. Et la dernière Constitution que nous avons, c'est celle du 26 mars 1991, qui a aussi connu les dérives. Voilà déjà en termes d'exactitude constitutionnelle. Quel a été le problème? Le problème, c'est toujours l'autocratisme et l'hyperprésidentialisme que les spécialistes, les politologues appellent
la présidentocratie. C'est ça qui a entraîné le coup d'État de 64. C'est ça qui a entraîné la tentative de coup d'État de 1984. C'est ça qui va aussi entraîner le coup d'État du 30 août 2023. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que, tenant compte de notre histoire, on ne retombe pas dans les mêmes travers. Je ne suis pas totalement d'accord. Non, je reviens maintenant. Terminez d'abord. Vous n'êtes pas totalement d'accord, mais comment? C'est tout à fait mais quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on doit tenir compte de l'histoire pour ne pas retomber dans les mêmes travers? C'est l'interprétation que vous donnez. Mais ce n'est pas une interprétation. Maintenant, je reviens avec votre comparaison. Je pense que là, vous avez fait du mauvais droit comparé. D'accord. Pourquoi? Vous avez fait du mauvais droit comparé parce que l'enjeu n'est pas de venir repliquer forcément ce qui se fait ailleurs. On s'inspire de ce qui se fait ailleurs et on voit si ça correspond à une solution que l'on doit appliquer à un problème que l'on a identifié. D'accord. Donc, ce n'est pas le problème de comparer avec le Sénégal. Est-ce que le fait qu'au Sénégal, le président nommé des magistrats ait concentré des pouvoirs à conduire des coups d'État? Est-ce que c'est la Constitution qui cause problème dans ce cas de figure? Ce qui cause la Constitution, ce sont les mêmes dispositions. Non, ce qui cause problème, ouais. Le droit est un instrument. Pourquoi on propose un nouveau projet de loi de constitution? Pourquoi on ne va pas avec la constitution du 26 mars 91? Parce qu'on sait très bien... On aura le temps de répondre. Il y a beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup d'innovations. C'est pas d'abord la question des évolutions. Je réponds à votre objection. Pourquoi vous proposez, vous soutenez un nouveau projet de loi de constitution? On peut aussi dire qu'on fait avec celui qui existe. Mais parce que de votre analyse... C'est pas parce que la Constitution elle est mauvaise qu'il y a toujours des révisions. Mais pourquoi on révise? Mais monsieur le député, je tiens votre propre raisonnement, soyez cohérent. Vous dites, les règles ne posent pas de problème. Mais si les règles ne posaient pas de problème, pourquoi on révise? Ou on change de constitution? Non, je suis désolé. On change regardez la constitution sous le prisme politique. Je ne regarde pas. La constitution n'est pas que politique, je l'ai rappelé. Ce serait faire une injure à un juriste comme moi. Non, mais parce que vous êtes en train de dire, non, on peut regarder que sous l'angle politique. Je n'ai pas parlé. Pour justifier la modification de la je ne raisonne pas que sous l'angle politique. On peut modifier la constitution pour un autre aspect. Mais vous pensez que les règles juridiques sont mises au service de quoi? Les règles juridiques sont mises au service de la politique. Non, ce que je suis en train de dire, c'est pardon. Non, au sens politicien, la Constitution est motivée. Mais le projet de loi de Constitution est motivé par la politique. Non. Le projet de loi de Constitution répond, mais bien sûr que si, le projet de loi de Constitution répond à une vision de la société. Vous-même, vous l'avez dit, vous n'avez pas d'identité, c'est politique. À une vision de la société, à une vision de l'État, à une vision des institutions, à une vision de vivre ensemble. C'est politique. La question est de savoir si les règles juridiques qui vont les rendre obligatoires permettent de régler les problèmes que nous avons identifiés. On ne fait pas un projet de loi de constitution pour régler les problèmes du Sénégal ou de l'île Maurice, c'est pour régler les problèmes du Gabon. Pour être précis. Alors, donc, cet argument ne tient pas. Quand on décide, nous, dans peu importe le domaine, quand on veut être meilleur, on ne s'enferme pas dans sa chambre et on pense que voilà les standards qu'il nous faut pour être meilleur. Moi, j'ai une dimension, une approche qui est scientifique. Si tu veux être meilleur, tu te compares aux meilleurs. En fait, c'est un fait. Sauf pour vous, vous estimez que si on veut être meilleur en matière de démocratie, on s'assoit dans notre mbanja et on pense la démocratie selon nous. Non, monsieur. Vous avez écouté ça, je vous ai dit. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pas ce que je vous ai dit. Non, on ne s'inspire je vous ai dit. Alors, je vous ai dit qu'on s'inspire des autres pour permettre de régler nos problèmes. Si vous vous inspirez des autres pour ne pas régler votre problème, ça ne sert à rien. Allez jusqu'au bout de voilà, d'accord. La comparaison ne tient que si ça permet de régler le problème. J'arrive justement. Comment s'inspirer des autres s'il n'y a pas de comparaison? Là est toute la question. Je vous ai posé des faits qui sont clairs. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer que avec les mêmes dispositions, d'autres arrivent à se développer, ils connaissent des alternances, et quand nous, on met en place les mêmes dispositions, on trouve tous les problèmes du monde. Il y a donc quelque chose qui est bien plus profond, c'est que le texte qui est mis en œuvre, c'est quoi? Mais non, c'est la mentalité, c'est le comportement, c'est la sociologie dans laquelle nous sommes. Et il faut d'abord qu'on commence par accepter les limites à ce niveau. Oui. Parce que moi, ce que je refuse en tant que Gabonais, c'est qu'on me fasse comprendre que le Gabonais, il est tellement particulier que si 1 + 1 est égal à 2 chez 10 autres pays,
Mais comme lui, il est convaincu que 1 plus 1 est égal à 4, faisons quelque chose, un texte spécifique aux Gabonais pour qu'ils croient que 1 plus 1 est égal à 4, même quand la norme dit 1 plus 1 est égal à 2. Monsieur le député, vous vous égarez. On se veut être Monsieur le député, vous vous égarez. On veut que notre démocratie soit plus efficace. Monsieur le député, vous vous égarez. Et d'ailleurs, celui que vous vous égarez. Oui, concrètement. Et d'ailleurs, celui que vous contredisez, c'est Oligui Nguema lui-même. Quand vous dites que le problème, ce ne sont pas les règles, c'est la mentalité. Mais tout le monde est d'accord avec vous que c'est la mentalité. Mais la règle sert à quoi? La règle sert justement à le droit à 2 vocations. Entériner des réalités existantes ou entraîner la société vers un idéal. Quel est le problème qui s'est posé au Gabon en termes institutionnels? C'est la dérive du pouvoir, c'est l'autocratisme, c'est l'hyper-présidentialisme. La Constitution n'est pas le seul élément, mais c'est l'élément fondamental qui permettra de régler ce problème. Donc aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui vous venez dire aux Gabonais que le problème en fait, ce n'était pas que Omar Bongo ait tous les pouvoirs, ce n'était pas l'autocratie, c'est votre mentalité. Chacun se fera son avis. Voilà. On essaie d'évoluer sur le débat. C'est quand même extraordinaire. On est pris par le temps. Le séminaire gouvernemental a permis de revoir la question des conditions d'éligibilité. Merci. Du président de la République. On se souvient que cette question a également fait débat lors de la publication de la première version. Est-ce que le gouvernement et le CTRI, en revoyant leur copie, n'ont pas justement répondu aux volontés exprimées par certains Gabonais d'aller dans une démarche inclusive? Bon, moi déjà, pour ceux qui m'ont suivi en ce temps, j'étais un fervent défenseur de cet article 53. Bon, je ne trouvais pas grand-chose à dire dessus. Contrairement effectivement à ce mouvement Ensemble à travers leur leader qui estimait que c'était discriminatoire, qu'on créait des catégories de Gabonais et tout ce qui s'ensuit. J'ai peut-être eu tort en défendant l'article en l'espèce, parce que j'estimais qu'en matière d'identité, ça ne gênait pas que l'on puisse donner cette identité au premier responsable des institutions, celle d'être né d'un père, de mère, être marié gabonaise, être né de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés de père et de mère gabonais. Ça, c'est mon avis. Non, mais on sait que c'est votre avis. C'est pas l'avis qui est partagé par tout le monde. Moi, d'abord, permettez-moi une précision. Monsieur le député vient de commettre encore une autre pécassier. Je crois que vous confondez les mouvements. D'accord. Je ne représente pas Ensemble pour le Gabon de monsieur Billy-Biza. Ok, c'est bien de préciser. Je représente Ensemble pour refonder la République. Merci. Voilà. Je retire, c'est un lapsus. Maintenant, sur le débat de l'article précédemment 53, devenu 43. Bien. Je veux quand même qu'on précise une chose. Le débat sur les origines, c'est de ça dont il est question. Vous avez bien fait de parler de science. On va apprécier scientifiquement les critères que vous mettez. Vous dites, il faut être né de 2 parents gabonais. Le code de la nationalité ne prévoyait pas. Déjà, quand on acquiert la nationalité, ou bien quand on qualifie la nationalité, on n'est pas obligé de naître de 2 parents gabonais. Non, ni vous, permettez que j'aille au bout. Mais c'est le titre 1. Ni vous, être né d'au moins parents gabonais, selon le code de nationalité, c'est le titre 1. Au moins un parent gabonais. C'est pas la même chose que d'être né de 2 parents gabonais. Là, c'est le code. Non, pas les critères d'éligibilité. Non, mais dans la version précédente, on avait mis il faut être né de 2 parents gabonais. Oui. Aujourd'hui, on l'a retiré. On est revenu à l'écriture du code de la nationalité. Pour être conforme, puisque on peut être gabonais d'origine, en étant né d'au moins un parent gabonais, ou on peut être gabonais dit d'adoption, en ayant acquis la nationalité. Il faut qu'on se pose une vraie question. Qui d'entre nous a mérité d'être gabonais? Pas vous, pas moi. Vous avez mérité quoi? Moi, j'ai mérité quoi pour être gabonais? On a hérité de la gabonité, de la nationalité. Si on va sur le débat du mérite, qui mérite d'être gabonais? Le mérite, c'est la récompense après l'effort. C'est la différence avec l'héritage. Vous pensez que celui qui hérite de quelque chose est plus méritant que celui qui l'a acquis? Si on va même sur le débat du mérite, celui qui acquiert la nationalité a même plus de mérite que celui qui en hérite. Parce que celui qui acquiert la nationalité, il a fait des efforts. Il a été évalué. On lui a dit, tu peux devenir gabonais. Première chose. Deuxième chose,
Vous dites que pour être président, il faut être marié. Est-ce que vous pouvez me faire la démonstration qu'un homme ou une femme mariée a plus de compétences que quelqu'un qui n'est pas marié? Scientifiquement, rationnellement, c'est prouvé par quoi? Et vous ne vous posez pas une autre question. Le Gabon, le projet de loi de constitution, mais c'était le cas pour toutes les constitutions précédentes, garantissait la liberté. Et il est bien écrit dans le projet de loi de constitution que le principe de liberté lie, entre autres, avec les autres principes consacrés, les pouvoirs publics. Vous êtes en train de faire de l'exercice d'une liberté une condition de discrimination. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas marié, qui a décidé de ne pas se marier, par choix personnel, ne peut pas être président de la République? Au nom de quoi? Donc, vous faites du président de la République quelqu'un qui va représenter une partie des Gabonais. Le président de la République doit incarner les valeurs. Mais les valeurs et les principes. Mais parmi les principes de notre République, depuis 1959, il y a la liberté. On aura une réaction rapidement. Si je suis le raisonnement de mon frère, c'est-à-dire même ce qu'on a condamné, hein, ceux qui sont à gauche, au nom de cette liberté. À gauche, c'est quoi? À gauche, c'est quoi? Les homosexuels. Pour ne pas passer. Mais je vous le dis à titre personnel. Mais je vous le dis, allons-y, à titre personnel. Moi, dans ma formation politique, ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un homme de gauche. D'accord. Bon, je suis un gars de gauche progressiste. Je vais avancer. Donc, que vous soyez homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, du moment que ça relève de votre liberté individuelle, l'État n'a pas à choisir votre sexualité. La liberté n'est pas et il n'y a rien à voir avec la capacité à être un bon président. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez pourquoi je parlais en introduction, j'ai défini l'objectif. Oui. Et ce qu'on attend d'une constitution, l'identité. C'est quoi l'identité? L'identité. Est-ce que vous êtes ici? On va pas revenir là-dessus. Non, est-ce que vous êtes ici? C'est quoi l'identité? À même de démontrer vous voulez que les critères, vous voulez qu'on fasse une théologie? On peut retrouver ces critères-là dans l'identité gabonaise. Quand on parlait d'homosexualité, vous tirez ces valeurs de quelle identité gabonaise? Mais l'identité. De quelle identité mais gabonaise? D'ailleurs, commencez, quand vous me posez la question, pour vous devez avancer, définir l'identité. Je vous répondrai. Voilà. Allez-y. Pour avancer sur... la fonction suprême n'est pas une fonction comme toutes les autres. Ces conditions dont on parle ne le sont pas pour toutes les fonctions électives. Elles ne sont pas opposables à quelqu'un qui veut être député, qui veut être maire, qui veut être conseiller local. Ceux qui m'ont déjà une grande incohérence. On parle ici de la fonction suprême. Pourquoi? Parce que le président de la République, ce qui est différent de la présidence de la République, le président de la République est l'institution. Il incarne l'image du pays. Il reflète la constitution, l'identité. La constitution gabonaise consacre la famille. C'est un élément important. Dans notre constitution, différemment d'autres pays, peut-être que vous prenez pour exemple, on n'a pas de YEL, de ceci. D'autres peuvent se permettre certaines choses. Est-ce que notre identité... C'est ça qui vous fait mal. Est-ce que l'image que l'on veut donner de la société gabonaise est une image où... Moi, je suis par exemple pas marié. Oui. D'accord. Mais je ne suis pas en déphasage avec ces dispositions. J'estime que le chef de l'État doit être le reflet de la famille au sens voulu par les Gabonais, de l'identité des valeurs défendues par les Gabonais. Non, mais c'est important. Nous sommes pris par le temps. On ne peut pas passer sans revenir. C'est fondamental. Monsieur le député n'a pas fait la démonstration de la scientificité de ce qu'il dit. Premièrement, d'abord, j'ai été clair. Non, on ne vous a pas demandé la clarté. On a parlé de l'identité, c'est la scientificité. Non, qu'est-ce que vous voulez avoir comme élément scientifique? Non, on n'a pas culturel, on n'a pas parlé. Identité, c'est la science. On ait l'échange. On ne vous a pas demandé votre clarté. On connaît votre position. C'est de démontrer en quoi c'est scientifique et en quoi c'est conforme au principe de la République. Je prends. Donc, ce que j'ai dit, c'est pas. Je prends des éléments. Non, mais je prends deux éléments simplement. Premier élément. Vous dites l'identité, mais c'est quoi l'identité? Le Gabon, du fait de son histoire, a des valeurs traditionnelles et des valeurs modernes. Est-ce que le Gabon de 1950, c'est le Gabon de 2024? Même nous, qui sommes d'une génération beaucoup plus récente, à une époque, on n'avait pas les portables. Le Gabonais, il parle français. Est-ce que historiquement, le français, c'est la langue
des Gabonais au sens traditionnel. Non, on parle le français parce que nous sommes un État moderne. Et il y a eu le fait de la colonisation. C'est pas la même chose. Le mariage coutumier, elle a traversé le temps, malgré qu'on parle français. Mais le mariage coutumier a traversé le mariage coutumier de notre identité. Mais le mariage coutumier a traversé le temps, mais le mariage à l'état civil aussi fait partie de notre identité. Le problème avec vous, c'est que vous avez le même discours que le Rassemblement national en France. Vous avez une vision passéiste du Gabon. Non. Permettez que je continue. Vous avez une vision passéiste du Gabon et vous pensez que le Gabon, ce ne sont que les traditions. Le Gabon, c'est la culture. Sans me classer, sans me mettre dans une tradition. Je trouve insultant que vous me identifiez au Rassemblement national. Ce n'est pas insultant, mais c'est le même discours. On vous insulte encore. Pour revenir sur la musique, je ne défends pas les homosexuels, je défends la liberté des citoyens gabonais. Le fait que le projet qui sera soumis aux Gabonais. Être marié ou ne pas être marié ne doit constituer en rien une condition d'accession à la fonction présidentielle. Parce que le président, il représente tous les Gabonais. Alors, il nous reste 2 minutes avant de marquer la pause. Est-ce que le fait que le gouvernement et le CTRI ait mis un peu d'eau dans leur vin n'était pas justement de nature à rassurer tout le monde? Bon, ça veut donc dire que par rapport au projet de loi de constitution, c'est déjà une première défaite pour M. Fongola, puisqu'il voulait... Il n'y a pas de victoire, c'est mais c'est une victoire, mais pour ceux qui défendaient le contrôle, on peut dire que c'est une victoire, ça se retrouve dans le texte. Et vous qui le défendez justement... Mais ça doit être donc un motif de... Attention au aussi le vote. Est-ce que ce n'est pas rassurant? Est-ce que ce n'est pas rassurant pour les Gabonais de savoir que leurs autorités les ont écoutés? Il y a eu cette reculade, oui, mais moi je pense qu'il faut aller plus loin. Pour moi, quand vous avez la nationalité gabonaise, vous avez les mêmes droits. Ah non, je suis désolé. Mais je n'ai pas besoin que vous me disiez, vous êtes désolé, je connais votre position. Mais moi je dis, permettez-moi de terminer. Ma conception de la République, qui est fondée sur l'égalité citoyenne, fait que quand on a la nationalité gabonaise, à titre d'origine ou à titre d'acquisition, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas ceux qui sont des Gabonais qui ont le droit d'être président et ceux qui n'en ont pas le droit. C'est le cas dans notre pays. C'est incompatible au principe d'égalité. Alors, nous allons marquer une pause. Nous revenons juste après. Vous pouvez prendre notre pays où c'est possible. Vous aurez le temps de revenir là-dessus. Nous marquons une pause, le temps pour nous de prendre l'avis de nos internautes et nous vous soumettrons bien évidemment leurs questions. Parfait, ça marche. La campagne référendum 2024, je suis concerné, je vote, a été lancée officiellement le 1er octobre dernier avec une phase de terrain effective à partir du 5 octobre. Qu'est-ce qu'elle vise comme objectif? Essentiellement 3. Informer, expliquer, sensibiliser. Informer les Gabonais pour leur dire que ça y est, nous y sommes. Nous sommes à l'étape du référendum, laquelle étape a été précédée par celle du dialogue national inclusif, qui a été précédée par l'étape de l'appel à contribution et qui, bien évidemment, nous ramène au 30 août, le début de cette transition. Le 30 août a marqué un nouveau tournant dans l'histoire de notre pays. Et le référendum vers lequel nous nous orientons, nous y sommes. Donc, informer les Gabonais que ça y est, nous y sommes. Deuxième élément, expliquer. C'est quoi le référendum? C'est quoi la Constitution? Dans l'histoire de notre pays, nous avons connu 2 étapes de référendum. En 58, lorsqu'il s'agissait de déterminer si nous restions dans la communauté ou pas, et en 95 après les accords de Paris. Donc en 58, beaucoup d'entre nous, vous et moi, n'étions pas nés. Et en 95, certains l'étaient. Donc pour beaucoup de Gabonais, c'est une nouveauté. Donc il faut expliquer en quoi cela va consister. C'est quoi une constitution? Qu'est-ce qui la différencie d'une loi ordinaire? Qu'est-ce qui la différencie d'un décret? Donc la loi fondamentale, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qu'elle contient? Comment elle va agencer notre vivre ensemble? Et troisième et dernière étape, sensibiliser. Pour faire en sorte que les Gabonais puissent comprendre qu'ils ne doivent pas être entièrement à part du processus, mais à part entière de ce processus. Tout le monde est concerné. Ce choix que nous allons faire, c'est un choix qui va déterminer notre vivre ensemble pendant des décennies. Donc, voilà les objectifs que vise cette campagne. D'abord, les méthodes, les modes classiques, les spots télévisés et radiophoniques, la presse écrite, la presse parlée et dans les langues vernaculaires.
Et nous avons voulu aussi introduire de l'innovation. Nous avons utilisé les réseaux sociaux, donc les influenceurs, les leaders d'opinion, tous ces médias, tous ces modes qui permettent que nous puissions parler aux Gabonais, au plus profond de là où ils se trouvent, parler à la jeunesse, parler à la catégorie un peu plus âgée, parler à tout le monde, parce qu'il s'agit de permettre que le message arrive à tous les Gabonais. Donc nous avons fait preuve d'innovation, nous avons pris des personnes plus jeunes, des personnes inventives, qui utilisent TikTok, qui utilisent Instagram, qui passent sur Gabon Première, sur Gabon 24. Donc, nous avons mis à profit tous les modes de communication. Nous sommes de retour sur ce plateau. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en compagnie du député de la transition, Geoffroy Fumbola Libeka, qui est par ailleurs 4e vice-président de l'Assemblée nationale de transition, et de Fred Aurel Moussok, acteur politique et porte-parole du mouvement Ensemble pour refonder la République, qui débattent sur le projet de constitution. Alors, nous reprenons ce débat très rapidement. J'aimerais vous entendre sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques, justement, qui a été consacré dans la Constitution. Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, moi, sincèrement, ça dépend du contenu qu'on mettra. Ça dépend du contenu qu'on mettra. Mais pour l'acteur civique que je suis, je ne suis pas très en phase avec le financement des partis politiques. Ce sont des associations et moi je défends le principe que ce n'est pas au budget de l'État de financer des associations parce qu'elles ont un caractère politique. Si l'État le fait, c'est que l'État doit le faire pour les autres catégories d'associations qui sont aussi apolitiques. Une association politique n'a pas une prééminence sur les autres catégories d'associations. Mais est-ce que, justement, le fait, si on allait dans votre sens, est-ce que le risque de ne pas le faire n'aurait pas également été que des puissances étrangères puissent financer des campagnes au Gabon et déstabiliser notre pays? Non, mais quand on met en place une association politique, soit-elle, on s'organise justement à mobiliser des ressources. Et de ma mémoire, je n'ai pas souvenir que des puissances étrangères s'immiscent dans la vie politique de chaque pays. Il peut avoir des partenaires, ainsi de suite. Je ne sais pas trop comment les partis politiques sont organisés. Mais moi, ce qui me gêne, c'est juste l'idée de savoir que les fonds publics vont servir à appuyer une catégorie d'associations parce que ces associations ont une connotation politique. C'est la seule gêne. Maintenant, on verra quand on va travailler sur la loi qui va encadrer tout ça. Alors, on va peut-être essayer de faire de la politique comparée. En France, c'est le modèle du Gabon. Justement, les partis étaient libres de collecter des fonds de la part des particuliers, etc. Mais on a constaté qu'il y avait énormément de corruption. Est-ce que là, ce n'est pas aussi une manière, justement, d'encadrer cela pour éviter la corruption? Non. Revenons sur le principe du financement. Le principe du financement des partis politiques, en soi, ne me pose pas de problème. Je pense que de ce point de vue, c'est même une avancée, puisque ça fait partie de ce qu'on peut appeler les pis-aller de la classe politique et même de la société civile à l'époque. Je me rappelle encore de quelques confrontations. En soi, ça ne pose pas de problème. C'est comme quand l'État vient en aide à une entreprise. Parce que le financement des partis politiques, c'est comme quand, en parallèle, l'État peut financer des entreprises. Le problème, c'est toujours de savoir ce que l'on veut. Et monsieur le député l'a bien dit, c'est le contenu. Il y a plusieurs modèles. Vous voulez financer les partis politiques comment? Est-ce que ce sont des financements de participation? Est-ce qu'on vous donne des moyens pour prendre part à des élections? Moi, je crois que ce n'est pas trop le rôle de l'État. Est-ce qu'on peut vous rembourser, soutenir effectivement certaines activités politiques? Oui, puisque dans toutes les depuis 1991, avec la Constitution de 1991, et même dans le projet de loi actuel, l'État reconnaît le rôle central des associations, des partis politiques, des syndicats et autres dans l'animation démocratique. Donc, l'État essaie d'être en cohérence. Maintenant, le problème, ce sont les modalités. Quelles seront les modalités? Et comme je disais, il y a des modalités de financement de participation, des remboursements, de redistribution d'une manne financière en fonction du poids électoral et institutionnel. Et quelles sont les finalités que l'on vise? Est-ce que c'est pour neutraliser les partis politiques? Ce serait un recul démocratique. Est-ce que c'est pour les discipliner? Pourquoi pas? Est-ce que c'est pour éviter que les partis politiques soient à la merci de puissances étrangères? Mais ça voudrait donc dire qu'on a peut-être des preuves que ça existe. Et là, ce serait très grave, parce que là, c'est une ingérence qui est une atteinte à notre souveraineté. Donc, il faut bien qu'à ce niveau, le gouvernement nous explique en réalité les causes et les finalités qui sont
les causes que l'on identifie et les finalités que l'on poursuit. Mais en soi, ça ne pose pas de problème. Je considère de ce point de vue que c'est une avancée. C'est le contenu qui va définir tout ça. Voilà, donc on va voir les modalités. Parfait. Passons-en, si vous voulez. Bon, très rapidement encore, j'aimerais vous entendre quand même sur la question du mandat présidentiel qui a été revu à 7 ans, alors qu'en 2018, déjà, la révision a mené à 5 ans. 2023, alors le format n'est pas le même parce que 2023, c'était 5 ans, sans limite, renouvelable autant de fois. Là, nous sommes à 7 ans, renouvelable une fois. Le format n'est pas le même, même si, pour ceux qui m'ont suivi, je demeure, c'est pas perdu, un partisan du mandat de 5 ans. Là aussi, comme je l'ai dit, en rappelant l'histoire de notre pays, nous n'avons eu que des mandats de 7 ans. Malheureusement ou heureusement, c'est selon. La seule fois qu'on a eu un mandat de 5 ans, c'est entre 93 et 98. Mais sinon, de 61 jusqu'en 90, c'était des mandats de 7 ans. Ensuite, on a eu un mandat de 5 ans. On a revenu au mandat de 7 ans, mais ça n'empêchait pas qu'on puisse revenir à un mandat de 5 ans, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Justement, moi je suis, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été partisan d'un régime présidentiel équilibré de type américain. À titre personnel, j'ai toujours été favorable à un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Parce que je considère qu'il faut éviter de faire des hommes l'alpha et l'oméga d'un pays. Aux États-Unis, même si la rééligibilité a été modifiée à partir de 1951 avec l'amendement Eisenhower, la durée du mandat n'a jamais changé. C'est 4 ans. En plus de 200 ans, les États-Unis sont devenus la première puissance du monde. Il faut toujours avoir une vision de long terme. Il ne faut pas faire les choses que pour des individus. Effectivement, monsieur le député rappelait à juste titre qu'on n'a pas vraiment connu des mandats de 5 ans, à l'exception d'une période qu'on va dire intermédiaire, entre 93 et 98. Mais il faut savoir pourquoi on est arrivé à 5 ans. C'est parce que la classe politique et la société avaient constaté que c'était trop. Et malheureusement, ce que je déplore, c'est que ce projet de loi reprend une dérive. Celle de 97, au moment de laquelle, à travers laquelle Omar Bongo va encore faire un tour de passe-passe. En 2003, c'est maintenant non plus un mandat de 7 ans renouvelable une fois, mais c'est maintenant un mandat renouvelable. Je trouve quand même dommage, et ça c'est un caveat de cette constitution, de ce projet de loi de constitution qu'il faut quand même déplorer. Je crois qu'il fallait revenir, parce que c'est ça qui faisait le consensus, à un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ça fait consensus, il fallait que ça fasse consensus. Alors, votre avis est entendu. Je suppose que c'est le CTRI qui a décidé de mettre 7 ans, plus que le président a un pouvoir d'arbitrage. Je trouve dommage que le président... Qui le dites. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le sens. Les recommandations étaient soumises à l'arbitrage du président de transition. Du CTRI et du gouvernement. Le président de transition. La conclusion du dialogue. Maintenant, le problème, c'est que je trouve dommage sur la durée du mandat. Des conclusions, ni 5 ans, ni 4 ans, 7 ans, et c'est ce que j'ai trouvé. Ça veut donc dire qu'on n'a pas tenu compte des contributions du Gabonais. Parce qu'à titre personnel, j'ai fait une contribution, d'autres ont fait des contributions. Je trouve dommage que le président de transition n'ait pas utilisé son pouvoir d'arbitrage à bon escient. On passe aux questions des internautes, si vous voulez bien. Armel, du côté des Sotéga, nous demande pourquoi l'article 170 consacre l'amnistie des acteurs des événements allant du 29 août à l'investiture du président de la transition, et elle ne part pas plus loin en intégrant les responsables du coup d'État manqué de 2019. L'internaute cite Kelly Ondo. Bon, sur le principe de l'amnistie, je ne sais pas, peu importe le format, je ne sais pas qui, à moins qu'on soit animé de la mauvaise foi, qui aujourd'hui, avec l'événement que nous vivons, serait contre le fait que ceux qui ont opéré ce coup d'État soient amnistiés et protégés. Parce que ce qu'il faut qu'on comprenne à travers l'amnistie, c'est très important. Le coup d'État est un acte de haute trahison. Ces militaires, tant qu'ils ne sont pas amnistiés, ils demeurent justiciables. Pour les faits qu'ils ont commis, ils demeurent poursuivables. Seule une amnistie peut garantir une protection pour les faits commis. Maintenant, à savoir pourquoi est-ce que cette amnistie n'est pas élargie, il n'est pas question ici, à travers cette disposition, d'amnistier tous les coups d'État. Sinon, on reviendra en 64 avec le lieutenant Mombo et les autres,
qui ont opéré le coup d'État de 64, c'est par rapport à un événement qui s'est produit, où des responsables identifiés, où des responsables sont clairement identifiés, parce que ces derniers ne se sont pas limités à essayer de changer l'ordre constitutionnel, ils ont bouleversé l'ordre constitutionnel, ils ont une responsabilité plus grande, c'est selon que ceux qui ont essayé de bouleverser l'ordre constitutionnel. Maintenant, on doit faire un plaidoyer pour que le message soit suffisamment entendu. Pour que ceux qui ont essayé, monsieur le député, que ceux qui sont aujourd'hui au monsieur pouvoir... le député, vous voyez les incongruités. Première incongruité, parce qu'il faut rattacher l'article 169 avec l'article 2 du projet de loi. La fête de libération est célébrée le 30 août. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Ça, on est totalement en phase. Non, mais il faut dire pourquoi. Je ne sais pas, déjà vous avez parlé de mauvaise foi, ceux qui sont de mauvaise foi. Non, n'accusez pas vos compatriotes de mauvaise foi. On est sur l'amnistie. Non, mais on est sur la question qui m'a été posée. Mais l'amnistie est rattachée à l'événement que vous qualifiez de coup de libération. Si on m'aurait dit, on m'aurait posé la question sur l'article 2, je vous aurais donné... Revenons à la question centrale. Non, mais l'amnistie est liée à l'événement que l'on qualifie de coup de libération, pour lequel on voudrait... Mais est-ce que si ça ne figurait pas dedans... Permettez qu'on explique pourquoi. Vous prenez la France. Le 14 juillet, vous savez, c'est la fête de la libération. C'est lorsque, au moment de la Commune, on a fait descendre la monarchie pour vraiment restaurer la République. C'est l'événement du 14 juillet qui a entraîné la Troisième République. Quand vous prenez la Constitution française du 4 août, du 4 octobre 1958, ce n'est même pas dedans. C'est une loi de 1880 qui a fait du 14 juillet une fête nationale. Ce n'est pas la Constitution. Vous prenez encore un événement historique qu'on nous a tous appris à l'école, l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, qui a entraîné le mouvement de résistance, qui est à l'origine du Conseil national de la résistance et qui va précéder la fondation de la 4e République. Ce n'est même pas dans la Constitution. Mais ce sont des événements culturels qui servent le récit national. Il faut que ça relève de la loi et pas de la Constitution. Oui, mais là, on ne peut pas le mettre au même niveau que l'indépendance. Sur l'amnistie, vous avez dit que le coup d'État est un crime de haute trahison. Qui allait poursuivre les militaires? Première question. Et deuxièmement, quand on met dans le projet de loi que quiconque porte atteinte à l'intégrité des institutions est poursuivable, il y a quand même là une arrogance de la part du CTRI qui est inacceptable. Vous avez perpétré un coup d'État parce qu'il y avait un dictateur au pouvoir et vous voulez empêcher d'autres demain de commettre un coup d'État si vous-même vous devenez des dictateurs. Il n'y a pas de cohérence. Ben non, c'est pas... Mais c'est ça que ça signifie. Non, vous êtes juriste. Mais c'est ça que ça signifie. Faites une analyse juridique et politique. On fait une analyse juridique et politique. La règle vient restaurer la condamnation du coup d'État. C'est ça, c'est pour restaurer la condamnation du coup d'État. Encore que le coup d'État n'est pas, dans la Constitution actuelle, le coup d'État n'est pas clairement défini comme une infraction. Vous n'allez pas me prendre une disposition de la Constitution de 26 mars 91 qui condamne explicitement le coup d'État. Les infractions relèvent du code pénal. Est-ce que le coup d'État dans le code pénal est un crime de haute trahison? Donc déjà, je trouve que le CTRI s'est aventuré sur un terrain glissant et finit par envoyer un message. C'est que demain, comme moi je suis au pouvoir, ceux demain qui vont tenter les coups d'État, ils auront au Diouf. D'où la question de Kelly Ondo aussi. Pourquoi Kelly Ondo n'est pas sorti? On nous dit c'est parce que les autres ont réussi le coup d'État. Ça ne veut rien dire. Tous les Gabonais qui sont morts pour la démocratie, ce ne sont pas des martyrs. Ils devraient être selon vous dehors. Kelly Ondo devait être libéré. Demandez à un Gabonais s'il est contre ce que Kelly Ondo a fait en 2019. Mais il faut aller au-delà de la question de Kelly Ondo. Tous nos martyrs qui sont morts pour que le Gabon devienne une véritable démocratie. Il faudra aussi les honorer. J'arrive. Vous me savez respectueux, effectivement, des textes. Je suis très pointueux dessus. Alors, parce que moi, je vous ai écouté, vous êtes juriste, c'est votre domaine. Oui. Je ne vous le dénie pas du tout. Je ne sais pas s'il y a une constitution au monde
qui reconnaît les coups d'État? Je ne sais pas. Vous êtes juriste, vous allez peut-être me dire. Mais est-ce que notre Constitution condamne explicitement le coup d'État? Et j'arrive. Parce que si vous voulez la condamnation, il faudrait que la pratique aussi existe. Non, justement, je ne sais pas si... Est-ce que quand vous voulez la Constitution française, la Constitution américaine, ou une Constitution africaine, on condamne le coup d'État? Les infractions relèvent du code pénal. C'est l'application de l'interprétation stricte. S'il y a une Constitution qui condamne de façon explicite les coups d'État. Et si vous pouvez me dire, dans ce projet de Constitution, s'il y a une disposition qui condamne de façon explicite les coups d'État. Parce que simplement, le coup d'État... Non, j'arrive. C'est pas cette question-là. Parce que simplement, le coup d'État n'est pas un acte constitutionnel. N'est pas un acte que l'on prévoit. Donc, quand vous dites, par exemple... Est-ce que c'est une infraction constitutionnelle? C'est ça la question. J'arrive. Est-ce que le coup d'État est une infraction constitutionnelle? Qu'en interprétant le projet de Constitution, j'arrive. Non. Quand vous dites... Vous arrivez sur le juriste. Non, permettez que j'aille au bout de ma pensée. Je vous donne un élément pour avancer. Est-ce que le coup d'État est une infraction constitutionnelle? Laissez-moi avancer, comme ça j'aurai l'occasion, à la suite de mon intervention, de faire toutes les interprétations. Oui. Vous avez affirmé que le projet de Constitution vise à pénaliser, à condamner tous ceux qui, demain, vont commettre un coup d'État. C'est pourquoi je pose la question, entre autres. Est-ce que vous connaissez une constitution déjà qui protège les auteurs de coups d'État pour estimer que cette constitution va condamner les prochains auteurs de... Non, mais ça n'existe pas. Je réponds à votre question. Je réponds. Ceux qui vont... J'arrive, je vais chuter par là. La Constitution ne prévoit aucune disposition en rapport avec les coups d'État. Oui. C'est un acte de haute trahison, bouleverse notre constitutionnel. Celui qui va arriver demain avec son coup d'État il ne va pas gérer sa transition en fonction de cette Constitution pour preuve. Citez-moi un seul pays où les militaires ont pris le pouvoir, où ils ont géré le pouvoir en fonction de la Constitution, parce que cette Constitution encadrait les coups d'État. Il n'y a aucune Constitution, vous êtes juriste, qui encadre les coups d'État. Mais je vais vous répondre pourquoi aucune Constitution ne condamne... Non, mais c'est un fait, c'est une réalité. Non, mais il faut dire aux Gabonais pourquoi. Quand on étudie le droit, on étudie l'histoire du droit. Pourquoi aucune Constitution, en dehors de ceux qui ont voulu s'y aventurer, mais pourquoi aucune Constitution ne condamne le coup d'État? Parce que le coup d'État est une forme de violence. Oui. Si vous prenez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que bizarrement vous avez enlevé de ce préambule, je ne sais pas pourquoi, mais surtout, je suis désolé, est-ce que vous pouvez démontrer où ça a été? La déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'apparaît pas ici. Dans le préambule, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas la même chose. Allez-y. Quand vous prenez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et vous prenez la déclaration universelle des droits de l'homme, donc celle de l'ONU, il y a des dispositions qui disent que lorsqu'un gouvernement viole les droits d'un peuple, ce peuple a le droit d'utiliser la violence. Le coup d'État peut être un instrument de violence du peuple contre des dirigeants dictateurs. C'est pour ça que vous ne verrez dans aucune constitution la condamnation d'emblée du coup d'État. C'est pour cela. Deuxièmement, je ne vous ai jamais dit que je suis pour que l'on remette en cause de manière illégitime l'intégrité des institutions. Je suis moi-même un républicain. Je suis un partisan de l'ordre. Mais pourquoi il n'y a pas de condamnation explicite des coups d'État? Parce qu'on réserve toujours au peuple qui est souverain la possibilité d'utiliser la violence contre des dirigeants qui sont des dictateurs. Non. Je réponds à votre question. Non. Est-ce qu'il y a... Voilà. Maintenant, il faut faire une analyse aussi opportune. Le coup d'État a pour conséquence de bouleverser un ordre constitutionnel. Le coup d'État, on ne peut pas l'aligner au même rang que les autres infractions. Ça va donc finir comme le juriste. C'est pas possible. Mais dans ce cas, soyez cohérent. Ce que je trouve assez croustillant avec vos interventions, vous êtes contre le coup d'État. Oligui Nguema doit être en prison. Le CTRI doit être en prison. Mais non. Pourquoi vous acceptez ce coup d'État? Vous voyez que là, on est dans... Mais pourquoi vous acceptez ce coup d'État? Vous acceptez ce coup d'État parce que vous faites une analyse politique. Alors, le coup d'État vous a permis de sortir d'une situation gênante, dérangeante. On va passer si vous voulez. C'est pour ça qu'aucune constitution ne condamne d'emblée un coup d'État. Voilà, sinon, Oligui et les autres sont en prison. Je termine rapidement en disant que il ne faut pas donner le sentiment qu'en prenant cette position, on est contre, notamment Kelly Ondo qui est en prison et autres. Je dis, j'étais clair, je suis respectueux des lois. Je ne suis pas celui qui est envoyé ou le juge, parce que
c'est une décision de justice. On peut l'apprécier. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'objectif est de poursuivre ce plaidoyer. Là, parce qu'il n'y a que... Justement, j'arrive. Parce qu'il n'y a justement qu'une décision, une grâce présidentielle. Parce qu'il y a une décision de justice. Il n'y a qu'une grâce présidentielle qui peut amnistier par rapport à... Par rapport à quoi la Justement, c'est le sens de la question de... Parce qu'il faut qu'on connaisse... Mais vous savez la définition... Mais vous savez la différence entre la grâce et l'amnistie. Mais non, justement, la grâce est accordée à quelqu'un qui a été condamné. Oui. On amnistie quand quelqu'un est condamné. Vous êtes juriste. Oui. La différence, je vous explique la différence entre la grâce et l'amnistie. La grâce supprime la peine, mais pas l'infraction. L'amnistie supprime l'infraction. Pourquoi accorder? C'est ça l'amnistie, la différence entre l'amnistie et la grâce. Pourquoi vous recommandez la grâce pour qu'elle y en ait en préservant la qualification d'infraction et vous êtes partisan de l'amnistie pour des gens que vous qualifiez avoir commis l'infraction? Il n'y a aucune juridiction à ce jour qui a reconnu cette infraction, qui a condamné les militaires qui sont au pouvoir. Mais donc pourquoi l'amnistie alors? Parce qu'il y a une juridiction qui a reconnu Kelly Ondo. Vous ne pouvez pas. Donc c'est pas la même. Mais vous ne pouvez pas recommander l'amnistie pour quelqu'un. C'est pas la même situation. Vous êtes juriste. Non, je viens de vous expliquer. Permettez. Je viens de vous expliquer. On a quelqu'un qui n'a pas été condamné. On accorde une amnistie justement pour qu'il ne soit pas condamné. On accorde quelqu'un qui a été condamné. On accorde une grâce. On ne parlera pas, d'accord. Je vais passer à la question de Greta. S'ils n'ont pas été condamnés, ils n'ont pas besoin d'amnistie. Alors, Greta se présente. L'amnistie, c'est pour Kelly Ondo, pas pour le CTN. Greta se présente, merci, comme une... Kelly, c'est la grâce, c'est pas l'amnistie. Greta se présente en juriste. Si les militaires n'ont pas commis d'infraction, il n'y a pas besoin d'amnistie. vous dire, la situation n'est pas la même. Non, vous faites une confusion. C'est vous qui faites une confusion. Greta, juriste de formation, s'il vous plaît, il n'y a qu'une grâce présidentielle. S'il vous plaît, messieurs, on va essayer d'avancer. Ce sont des dispositions qui sont... Greta, juriste de formation, qui évoque les articles 10 et 12 du projet de constitution. Alors, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer, s'il vous plaît. Greta, juriste de formation, revient sur les articles 10 et 12 du projet de constitution. Alors, l'article 12, la République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme qui lie obligatoirement les pouvoirs publics. L'article 12, nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l'objet de traitements ou de peines cruelles, inhumains ou dégradants, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. L'esclavage et la traite des personnes sont interdits sous toutes leurs formes. Alors, sa question... Nous voyons ces derniers temps des personnes humiliées par les forces de sécurité. C'était encore le cas avec les présumés responsables des violences à Port-Gentil et à Mwanda qui ont été rasés et exposés devant les caméras. Plus récemment, un mineur de 15 ans a subi le même sort et plus loin, des syndicalistes de la SEG avaient été rasés après avoir passé un séjour à la DGR. Greta se demande, est-ce qu'au vu de tous ces exemples, le problème du Gabon ne se trouve pas ailleurs finalement, puisque nous avons de très bons textes, mais qui sont au final violés par ceux qui, justement, sont chargés de les faire appliquer. Enfin, ce sont des actes que l'on condamne tous, qu'on a condamnés, qu'on continuera de condamner. Mais c'est pourquoi je renvoyais tout ça à la sociologie, à notre mentalité. Parce que, voyez-vous, on parle de ces faits, parce qu'on a le dépositaire de l'autorité de l'État qui, effectivement, a violé ces dispositions. Vous allez voir, moi j'ai un de mes collaborateurs qui a fait enterrer le week-end dernier son petit-fils. Ils arrivent à 8 h à l'hôpital, un établissement public. L'enfant est décédé à 18 h parce que les infirmières, chacune passe, non, c'est ça qui est de garde qui va se charger. Ce sont des situations que l'on vit tout le temps. Mais là également, ce sont des violations de la Constitution. Parce que la perception qu'on a, c'est vrai, je parle en fait de la mentalité. Quand on parle de Constitution, beaucoup pensent que la Constitution, c'est juste l'autorité, le dépositaire d'autorité qui doit la respecter. Et que moi, en tant que citoyen n'ayant aucune autorité, en fait, je ne suis pas concerné par le respect de cette Constitution. La Constitution nous engage tous. Ces actes sont commis par des compatriotes qui, je le pense et je le crois, rejoint le problème de mentalité. Je ne sais pas si on a déjà vu un ordre explicitement formulé, demandant à un agent d'aller agresser, d'aller... Non. Il y a un problème de comportement, le respect d'autrui, le respect de la Constitution. Malheureusement, c'est la manière que certains utilisent leur position pour détourner les fonds. Chacun, en fait,
fait la justice du plus fort. Moi, je suis gendarme, je pense que j'ai tous les droits sur les autres citoyens parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, ce sont des actes qui sont condamnables et je suis d'accord avec Greta. Ça rejoint effectivement notre responsabilité. Non, mais je pense qu'il faut donner les réponses au bon endroit. Et vous profiterez à conclure. Non, il faut donner les réponses au bon endroit. Le problème ici, ce n'est pas que les gens sont pour le désordre. Vous venez de lire une disposition qui est claire. Si quelqu'un a commis une infraction, il doit être poursuivi conformément aux règles de procédure. Et dans ces règles de procédure, il y a des droits fondamentaux. L'intégrité physique et mentale de la personne qui est arrêtée ou qui fait l'objet de l'action publique. Le problème qui est pointé du doigt, c'est que des pratiques que l'on a constatées sous le régime Bongo PDG persistent sur le CTR. Ces policiers, on leur a pas peut-être donné un ordre pour le faire, mais la police, l'armée relèvent du gouvernement. Et donc, c'est au Premier ministre et au président de la transition de sommer ces gens d'arrêter cela. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, en conclusion peut-être, nous sommes pris par le temps. Vous avez un mot de fin? Bien, écoutez, j'ai été ravi de débattre avec monsieur le député de transition. Et ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais on se suit quand même. À l'analyse du projet de loi de constitution, à ce stade, il y a que ce projet de loi ne garantit pas, ne fonde pas une nouvelle république. Ça revient à des avatars de la 3e et la 4e République. Ce projet de loi ne permet pas de préserver l'unité nationale avec des mesures encore discriminatoires à l'égard des binationaux. Ça porte même atteinte à des libertés et droits fondamentaux puisqu'on fait de l'exercice d'une liberté matrimoniale une condition de discrimination. Et ça ne permet pas d'ancrer le Gabon durablement dans le giron des États démocratiques. Ce projet de loi de constitution consacre encore une fois un État autocratique et pas un État démocratique. C'est entendu. Honorable. Moi, je pense tout le contraire. Il n'est pas parfait, il a ses limites. Je suis un partisan du mandat de 5 ans, il y en a pour 7. Le président garde le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, même si c'est limité un mandat. Moi, je militais pour... Ça ne devait pas exister. J'arrive justement. Moi, je militais pour un retrait. C'est une atteinte à la légitimité des parlementaires. Et vous êtes député de transition. Troisièmement, ça devait vous éclairer. Le pouvoir de nomination qui est souvent présenté par plusieurs comme étant des attributs de super président sont des pouvoirs qui sont communs à tous les présidents, même dans le régime présidentiel. Au Bénin, le président nomme les juges constitutionnels. Au Ghana, il nomme le juge constitutionnel. Il nomme même le président. Donc, c'est pour dire qu'il y a des dispositions, même en régime présidentiel, qui sont communes à tous les chefs d'État. Il y a d'autres, tels que celui de la dissolution de l'Assemblée, que je n'ai pas retrouvé dans les autres régimes présidentiels. J'arrive. Le président des États-Unis nomme les magistrats. Mais personne ne dit l'indépendance des magistrats. De désignation. C'est l'indépendance de la justice, ce n'est pas le pouvoir de nomination. Encore 20 secondes. Le président des États-Unis nomme des magistrats, personne ne doute de l'indépendance des magistrats. Allez-y. Si on doute de l'indépendance des magistrats au Gabon, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est l'indépendance des magistrats qu'il faut garantir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans des pays comme le Sénégal, le fait que les magistrats du Conseil constitutionnel avaient été nommés par Macky Sall n'a pas empêché à ces derniers de s'opposer à Souad, ça produit quoi? Maintenant, je vais conclure. Souad, ça produit quoi? Souad, ça produit quoi? Le projet de constitution, c'est 173 articles. Ce que j'ai écouté ici comme argument, c'est non, il y a une discrimination pour les binationaux qui a été élevée. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours d'actualité comme argument. Non, ça n'a pas été élevé. Ça a été élevé. Mais vous avez le projet de loi, ne dites pas de contre-vérité. Pour être candidat, il faut être né d'au moins par an. Il faut renoncer à son autre nationalité. Il faut renoncer, c'est tout à fait normal. Mais c'est une discrimination. On ne va pas revenir sur ce débat. Deuxièmement, ce que j'ai effectivement noté comme autre élément, ce sont des motivations que je trouve superfétatoires. Le projet de constitution sur 173 articles. On ne peut pas apprécier un projet sur 1 ou 2 articles, et surtout que quand ces articles sont communs à d'autres pays et quand on le démontre à d'autres démocraties, on dit non, mais est-ce qu'on est obligé de faire comme chez les autres? Si on veut être compétitif, on se doit d'apprécier ce qui se fait ailleurs et on essaye de se positionner. C'est pour cela s'il vous plaît. qu'il y a un élément important. Je suis en train de conclure. Il y a un élément important. Vraiment, permettez-moi. Je vais entendre. Non, c'est juste une question. C'est juste une question. Permettez que je vous pose une question. Laissez-moi conclure. Non, excusez-moi. Non, c'est très important. Regardez cet alinéa pour montrer déjà le problème. Regardez cet alinéa.
conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. On ne va pas refaire le débat. Moi, je suis en train de... Non, cet alinéa veut dire quoi? Dans la conclusion. Cet alinéa veut dire que tout ce qui est mis dans le projet de loi de constitution ne doit pas empêcher demain les générations futures d'adapter le droit. Donc, quand vous mettez le principe d'intangibilité, vous voyez déjà même que ce projet de loi de constitution porte en lui-même les germes de sa propre contradiction. Je peux conclure sans être interrompu, parce que voilà, donc, pour le projet de constitution, c'est 173 articles. Je l'ai dit, une constitution consacre une identité. On retrouve l'identité gabonaise. Et pour preuve, dans le préambule, on fait référence, on a rajouté les ancêtres à côté de Dieu et du peuple qui existait déjà. On a rajouté les ancêtres pour nous reconnecter à notre identité. On retrouve dans le cas des droits fondamentaux plus de droits fondamentaux qu'on n'en a jamais eu depuis 1959. Personne ne pourra me démontrer le contraire. C'est la première fois qu'on consacre la société civile et autres. Sur les aspects judiciaires, pour la première fois depuis les constitutions de 59, il y a un élément peut-être sur lequel on ne s'appuie pas beaucoup. Quand on lit l'article 115 alinéa 2, il est dorénavant pour nous qui sommes coutumiers à la Cour constitutionnelle d'attaquer une loi après sa promulgation. De 59 jusqu'en 2023, on ne pouvait attaquer la loi qu'avant sa promulgation. Et c'était un élément qui privait les citoyens de leurs droits. Quand ils n'étaient pas d'accord avec une loi, ils n'avaient aucun dispositif pour attaquer la loi. Or là, pour la première fois après 63 ans, on donne l'opportunité à tout citoyen d'attaquer la loi sur une période de 30 jours après sa promulgation. Je ne reviendrai pas sur les autres aspects. C'est pas une révolution. Si ce n'est pas une révolution, c'est tant mieux. Non, alors, on ne va pas tous je ne vais pas revenir sur tous les autres aspects. C'est ça, parce que s'il énumère les éléments, je suis obligé de réagir. Alors, voilà. Elle connaît. C'est la conclusion, c'est pas l'énumération des éléments, sinon je suis obligé de réagir. Elle a connu une évolution, elle a aussi ses limites. Voilà. Non, elle connaît une restauration et pas une refondation. Elle a connu des évolutions et elle a aussi ses limites. Il n'y a aucune évolution là-dedans. C'est par ces propos que nous mettons un terme à ce débat. Merci à vous de nous avoir regardés et surtout félicitations à nos débatteurs pour ces brillants arguments qui ont été avancés et nous espérons que vous avez pu éclairer la lanterne des Gabonais. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le 3e numéro et bon début d'après-midi à tous. Brillant et pas brillant, j'espère.